Bonjour et bienvenue, chers amis passionnés d'intelligence artificielle, votre hôte Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval, passionné de toutes sortes de choses, de conduite responsable en recherche ces temps-ci, ça occupe pas mal de mon temps, passionné aussi d'intelligence artificielle et des enjeux sociaux qui sont associés. Comment allez-vous, chers amis? Dans cet épisode, j'aimerais partager avec vous une entrevue avec un auteur dont les travaux sont à mi-chemin, je dirais, entre mes deux passions. Donc, d'un côté, intelligence artificielle, NLP, des moteurs comme GPT-3, et de l'autre côté, la conduite responsable en recherche et donc les problèmes éthiques et d'intégrité qui sont associés à ce thème. On parle aussi des idéaux de la recherche. Donc, l'auteur aborde, est à mi-chemin, là, je disais, entre ces deux passions et il s'appelle Guillaume Cabanac. Et ce n'est pas la première fois que vous entendez ce nom. Rappelez-vous, je lui avais donné au mois de décembre 2021 mon prix Lovelace parce que j'avais aimé ses travaux et je me suis permis de les mettre en exergue et en valeur. Pour ces travaux, rappelez-vous, sur l'utilisation je dirais, d'outils informatiques sophistiqués. Vous en saurez plus pendant notre revue pour débusquer, donc des outils pour débusquer les faux articles scientifiques ou des passages dans des articles scientifiques qui sont frauduleux, générés par des outils de génération de textes automatiques. Et j'ai fait cette entrevue avec Guillaume dans le cadre d'une semaine, de ma semaine ici, de notre semaine à l'Université Laval sur la conduite responsable en recherche. Donc, au moment où vous allez écouter ce podcast, notre événement sera terminé. Mais je tenais à vous présenter cette entrevue avec ce chercheur d'exception. Vous allez le voir, Guillaume était passionnant. Ses travaux sont originaux, pertinents, utiles. Guillaume était ouvert, drôle, intelligent, évidemment. Donc, vraiment, beaucoup de plaisir et j'espère que vous aimerez cet épisode. Et là-dessus, bien, je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, nous accueillons, et c'est un honneur de recevoir, Monsieur Guillaume Cabanac est avec nous aujourd'hui. Bonjour Guillaume. Bonjour, merci de me recevoir. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Donc, Guillaume sera panéliste lors de notre panel d'ouverture de la semaine sur la conduite responsable en recherche de l'Université Laval. Ce sera le lundi 2 mai, donc c'est tout près. Ce sera donc lundi de 11h à 12h30 heure du Québec. Donc, si vous souhaitez luncher avec nous, ce sera lundi 2 mai. Le titre du panel, La fraude scientifique sous la loupe. Donc, un super panel d'ouverture avec des invités internationaux. On aura Lex Bauter, donc un chercheur d'exception, un expert sur la conduite responsable en recherche. Isabelle Bic, une figure internationale, peut-être la plus connue pour son travail de détection des manipulations frauduleuses d'images, disons. C'est comme ça qu'on l'a connu, là, donc des fraudes d'images dans les publications scientifiques. Et notre invité d'aujourd'hui n'est pas en reste, Guillaume Cabanac, donc surnommé le détective de la tromperie. C'est pas mon expression, c'est celle de la prestigieuse revue Nature, donc il l'a nommé parmi les 10 personnalités qui ont marqué la science en 2021. Comment vit-on avec le succès, la reconnaissance, Guillaume? Est-ce qu'on vous arrête dans les rues de Toulouse maintenant? Non, pas tout à fait. Quelques collègues sont au courant, sont complices, hein, peuvent féliciter, peuvent encourager ce type de recherche. Ça, c'est la nouveauté, parce qu'en fait, je suis enseignant-chercheur en informatique et de s'intéresser à la science et au processus de correction de la science, c'est-à-dire à de la sociologie des sciences Oui, et à des thématiques qui sont parfois vues un peu loin de l'informatique, ça a posé question dans mon labo. On a pu vraiment. me dire, fais attention, Guillaume, ce que tu fais, c'est pas de la science, tu ne pourras pas être promu, tu ne pourras pas faire connaître tes travaux ainsi, tu vas être bloqué. En fait, je suis quelqu'un d'assez persévérant et je croyais vraiment que c'était important de faire ce travail sur la science. Vraiment, un travail essentiel, un pas de recul. C'est vrai qu'on n'a pas toujours, là, lorsqu'on est dans
les laboratoires, on est dans notre champ, mais prendre ce pas de recul pour observer de l'extérieur, je dirais, notre champ, ça prend des personnes comme vous, Guillaume, qui faites ce travail nécessaire. Donc, commençons peut-être par une présentation en bonne et due forme. Guillaume, donc, Guillaume est maître de conférences, docteur en informatique, professeur à l'université Paul Sabatier Toulouse 3. Donc, il enseigne en informatique, en gestion, traitement informatique de données massives. Donc, il connaît les systèmes informatiques, les bases de données, programmation, les algorithmes. Là, c'est des termes que je présume qu'il maîtrise. Donc, ses recherches sont en scientométrie. Donc, ça a été mentionné. Donc, la scientométrie, c'est je dirais, la science de la mesure de la science, peut-être, l'analyse de la science. Donc, habituellement, on lit ça à la bibliométrie, donc des méthodes d'analyse quantitative, je dirais, des sciences, donc des champs académiques passionnants. En tout cas, moi, c'est certain que ça me passionne. On y mesure, entre autres, pour ceux qui sont intéressés aux facteurs d'impact, là, au nombre de publications scientifiques, donc l'impact scientifique des chercheurs, le nombre de citations reçues. Donc, c'est cette science là, qui observe les chercheurs, qui mesure, ceux qui font de la recherche, je dirais, sur la recherche. Est-ce qu'il faut ajouter quelque chose pour ajouter à ton parcours? Est-ce que ça te décrit bien comme chercheur, Guillaume? Ah, c'est tout à fait ça. La partie enseignement qui est située sur la donnée, les bases de données, les moteurs de recherche. Et j'ai la chance de faire ma recherche sur le même champ que l'enseignement, ce qui permet de faire une sorte de pollinisation croisée. Vraiment. Donc, ce que j'ai fait en recherche cette année, j'en ai fait des travaux pratiques pour mes étudiants qui ont découvert cette problématique d'articles problématiques et de lutte contre ces mauvaises pratiques et qui m'interrogent. À bac plus 1, ils sortent du bac, ils arrivent pour une spécialisation en informatique et ils se rendent compte que parmi leurs profs, il y en a un qui étudie la science et qui a était reconnu pour ce travail, ce qui les questionne, parce qu'ils pensaient être comme dans un lycée. Vous voyez, parce qu'on a des classes de 30, on fait l'appel, etc. Ben oui. Et ils se rendent compte que il y a aussi l'aspect recherche dans le travail de l'enseignant-chercheur en France. Donc, ça permet de parler du travail au laboratoire et certains de les amener jusqu'à la thèse plus tard. Parce que plusieurs de mes étudiants ont Oui, été c'est mes sûr. étudiants en bac plus 1 et ensuite en thèse. Évidemment, ça doit être un chemin naturel, je dirais, là, après vous avoir croisé. Donc, pollinisation croisée, tiens, pour reprendre ce terme agricole, enseignement, recherche, les thèmes se recoupent. Guillaume, j'aimerais parler avec vous d'un article qui a fait beaucoup de bruit dans la communauté scientifique. Moi, j'ai un autre podcast sur l'intelligence artificielle. Je me rappelle qu'on avait abordé vos travaux bien avant qu'on vous intègre là, à ces 10 personnalités qui ont marqué la science en 2021. Donc, l'article, il a été publié en juillet 2021. Et là, ici, je me permets une traduction du titre de votre article, Guillaume. Puis, c'est une vraie traduction que j'ai inventée moi-même. Je ne l'ai pas fait traduire, donc désolé pour les erreurs. Le titre, ce serait Des phrases torturées, de l'émergence d'un style étrange d'écriture en sciences, trait d'union, l'épreuve d'un important problème qui affecte même les journaux scientifiques les plus sérieux et prestigieux. Parlez-nous un peu de la genèse de ces travaux, Guillaume. Oui. Alors, le point important peut-être à retenir sur ce texte, c'est que ce n'est pas un article évalué par les pairs, c'est un préprint, Ah soit oui, un brouillon de la recherche. Euh, vraiment. oui, oui. Nous étions en train de travailler avec mon collègue Cyril Labbé de l'Université de Grenoble en France et Alexander Magazinov, qui est Mhm. de Yandex en Russie. Et en fait, en Europe, on arrivait vers l'été, au mois de juillet, on allait être en vacances. Donc, on a dit que ce qu'on avait trouvé nous semblait Ben suffisamment oui, robuste et important pour être communiqué aux autres chercheurs. On n'allait pas attendre de soumettre un article qui serait bloqué peut-être pendant 6 mois, le temps de l'évaluation par les pairs. On a ben oui. choisi, en tant que promoteur aussi de la science ouverte, de Oui, libérer
ce nouveau savoir sur un préprint, donc sur archive.org, en se disant qu'on était le 12 juillet, que pas grand monde le verrait et qu'on s'y remettrait en septembre. Non, Alors, c'est pas ce qui s'est passé. non, c'est pas ce qui s'est passé. Et puis, moi, j'étais sur la plage avec mes enfants au mois d'août et j'avais des journalistes scientifiques de Nature au bout du fil Ah qui oui. voulaient en savoir plus. Car en fait, ce qu'on montre, c'est que dans ces revues les plus prestigieuses, la haute couture de la science, on va trouver des articles complètement pleins de phrases torturées. J'aime bien Euh, cette expression-là, des phrases ah, torturées, là. oui, alors c'est peut-être un peu fort. Certaines personnes nous ont reproché d'utiliser la torture parce que ça renvoie Ah à des oui, oui, moments peut-être, difficiles de peut-être. l'histoire. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire la phrase torturée? C'est que je suis en train de lire un article scientifique et tout d'un coup, je tombe sur la voiture autonome guidée par la conscience contrefaite trouvera son chemin dans les La cheminements. conscience contrefaite, c'est quoi Voilà. ça? Alors, la conscience contrefaite, c'est l'intelligence artificielle et les Ah oui, cheminements, c'est les routes. ben oui, Mais ça n'apparaît pas comme ça dans un texte scientifique alors qu'on s'y attendrait. Que ben s'est-il oui. passé? Ben, il s'agit de l'utilisation d'un script, d'un programme qui, à partir d'un texte qui a été volé, va produire un nouveau texte qui remplace certains mots par des synonymes. Donc, Ah en oui. fait, des plagiaires, au lieu de faire copier-coller ce qui s'identifie très vite, et les éditeurs arrivent à l'identifier avec des outils commerciaux, en fait, ces plagiaires de V2 vont utiliser le copier, paraphraser, coller. Ah oui. Et la partie paraphrase utilise un thésaurus qui va remplacer des noms par des synonymes ou des verbes par leurs synonymes. Donc, on obtient conscience contrefaite, on obtient péril de la poitrine. Savez-vous ce qu'est le péril de la poitrine? Le quoi? Le péril de la Péril poitrine? de la poitrine, c'est le Oh, cancer du sein. ah oui. C'est une autre, c'est imagé, il y a une certaine poésie là-dedans, Voilà, ou je une présume. déception du rein. Voilà, si vous avez une déception du rein, Oui, dans un article publié avec Impact Factor, oui. dans une très belle revue reconnue par les pairs, il faut comprendre que c'est une insuffisance rénale. Ah oui, c'est moins Voilà. décevant comme ça, oui. Voilà. Alors, ça, c'était vraiment très surprenant de trouver dans des articles publiés chez Elsevier, Springer, Wiley, la haute couture de la science, Mhm. des textes qui comprenaient des phrases torturées. Et on arrivait à reproduire les textes malmenés. Ah oui. On arrivait à retrouver la source de certains paragraphes, à passer cette source dans un logiciel en ligne. En reverse engineering, là, on repart de la Exactement. boucle à l'envers, puis on essaie de Exactement. retrouver la On source, là. est arrivé à reproduire ce que des fraudeurs ont réalisé et donc à identifier de façon certaine la méthode qu'ils ont utilisée. Alors, Puis la leur méthode, c'est but, quoi? Comment on trouve, comment on réussit à faire ça? C'est quoi la méthode? alors bon, Ben, je ne veux pas donner des conseils non, 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 à personne, mais... c'est pas le but. En fait, on peut observer si j'étais un fraudeur. Mhm. Je dois écrire un article rapidement sur un sujet donné. On a parlé de l'intelligence artificielle et des véhicules autonomes. J'ai peu de temps, il me faut faire un état de l'art. Donc, arriver à indiquer où en est la recherche actuellement. Oui, l'introduction, essentiellement, c'est ça, là. Exactement. Alors, d'habitude, même au baccalauréat, on nous apprend à faire des belles synthèses. Quand on a un sujet de Mhm. philosophie, on ne va pas dire tel auteur a dit ça, puis tel autre a dit ça, puis tel autre a dit ça, puis Mhm. Schopenhauer a dit ça, avec un résumé rapide de leurs travaux. Il faut faire quelque chose de plus intégré. Mhm. Or, ce n'est pas ce qu'on trouve dans ces articles qui sont bidonnés par des fraudeurs. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils identifient des textes publiés dans des revues légitimes qu'ils veulent citer dans leur état de l'art. Et plutôt que de faire cette synthèse intellectuelle qui demande de lire, de réfléchir et d'écrire soi-même, Ben on oui. va copier l'abstract, le résumé, le mettre dans un site web en ligne qui permet de faire, ils appellent ça du spin, de spinner le texte, de le faire tourner, en gros, en utilisant des synonymes, et après on colle, Le réécrire d'une de autre manière, réécrire avec peut-être. des synonymes. Et le fraudeur colle sans même regarder le résultat. Et du coup, on en arrive à trouver le cancer du sein qui se retrouve être le péril de la poitrine. Pourquoi? Parce que cancer, un cancer, de façon poétique, on peut dire que c'est aussi le péril. Ben Voilà. oui. Mais ça ne s'entend pas en On science. s'amusait de ça avec le Google Translate à ses débuts. Là, on regardait les Oui. traductions, puis on s'amusait de ça, alors que là, c'est une version scientifique un peu plus décevante, je dirais, là. Est-ce qu'on peut appeler ça scientifique? Je ne pense pas. Ah, C'est vraiment une manipulation
Ah oui. Alors, qui impacte le langage? Donc, le lecteur va identifier peut-être que le langage est torturé. D'une part, il y a ça. Mais d'autre part, quand on demande à un expert de rentrer dans la science de cet article, bien souvent, il trouve d'autres problèmes d'ordre scientifique, des expériences qui sont mal ficelées, Ah mal oui. montées. Donc, ça devient une espèce d'indice que si on était suffisamment maladroit pour faire poser tel geste, il y a peut-être d'autres gestes qui ont été posés en amont. C'est exactement ça. Et le système que j'ai développé agit comme un indicateur Oui. qui va identifier les articles suspects qu'il donne à des détectives scientifiques. Donc, moi, je fais ce travail-là d'expertise de détective. Ce sont des articles déjà publiés dans des revues prestigieuses. Je me permets de les lire et de les réanalyser et de signaler parfois sur PubPeer, donc une plateforme d'évaluation post-évaluation par les pairs, que je trouve des problèmes au niveau du langage. Et ensuite, d'autres détectives scientifiques qui sont actifs sur PubPeer, qui peuvent être des scientifiques professionnels ou des hobbyistes, vont rentrer dans l'article et lorsque c'est leur thématique, ils vont trouver des problèmes dans la partie scientifique également. Donc, l'outil fait un espèce de premier ménage, là, va à la pêche. C'est très large ce qui se passe. Là, on essaie d'aller lever des drapeaux. Une fois que ça a été identifié par l'outil, on dit il y a des drapeaux ici et là, puis on envoie les articles qui ont été identifiés à d'autres chercheurs peut-être plus spécialisés pour leur demander d'investiguer, d'aller voir peut-être un peu plus en détail qu'est-ce qui se passe avec cet article-là. C'est tout à fait ça. Alors, le corpus initial, c'est tous les articles qui ont été publiés. Il y en a 122 millions qui sont indexés par Dimensions, la Mais ressource la que technique pour aller j'utilise. justement à la pêche, c'est quoi? Est-ce que vous avez vos propres outils, trois gros PC qui roulent, qui partent à la pêche, ou on donne le travail à d'autres? Ou, comment ça Alors, fonctionne? il y avait plusieurs options. La première option qu'on peut considérer consiste à récupérer nous-mêmes les différents PDF à partir de tous les éditeurs, de les indexer, c'est-à-dire d'analyser le texte qu'il y a à l'intérieur, de créer une base de données, puis après de l'utiliser, cette base de données interne, pour rechercher ces phrases torturées. Là, on s'est dit qu'on est un petit labo de province en France, on n'a pas les moyens de faire ça. Et puis, surtout, on a identifié une autre option qui est beaucoup plus maligne, je dirais, qui consiste à utiliser les ressources de grands groupes financés dans ce monde de l'édition. Là, je parle de Elsevier, Dimensions. puis... Ah, OK. Alors, Dimensions. Dimensions, qui est une des ressources bibliographiques qui a pour équivalent le Web of Science Oui. de Clarivate Analytics ou alors Scopus de Elsevier. Et Dimensions, initialement, a été poussé par le groupe Springer. OK. Dimensions est une très grosse entreprise avec plein d'ingénieurs qui travaillent pour négocier des accords avec les éditeurs et arriver à indexer les textes avec leur technologie et met à disposition du public. Vous-même pouvez y aller sur dimensions.ai, OK. un moteur de recherche pensé à Google Scholar en mieux structuré, avec Ah des oui? facettes qui permet de forer dans sur certaines dimensions. Par exemple, la dimension champ de recherche, je peux spécifier que je travaille en neurosciences. Je peux spécifier que je veux des textes à partir de 1995, que je veux des textes issus de Montréal. Parce qu'il y a Mhm. une indexation sur la géographie, sur les champs de recherche, etc. Les types de production aussi, articles Donc, vous scientifiques ou utilisez préprint. les outils de cette compagnie-là, Oui, ce moteur de recherche-là, pour aller puiser dans la recherche qui a été produite, trouver des bouts de phrases qui ont été torturés. C'est comme ça qu'on utilise j'allais dire la machine contre la machine, mais c'est la machine qui se regarde elle-même. Je ne sais pas trop comment le formuler. oui, tout à fait. Donc, on a réussi à aller beaucoup plus vite dans notre recherche et à complètement éliminer cette phase où on aurait dû négocier nous-mêmes avec des éditeurs et stocker des grandes quantités de textes scientifiques. On ne le fait pas puisque les entreprises Eux privées le le font font. pour nous, Et pour donc, vous. voilà, ils le font pour nous. Alors, le public peut utiliser le moteur de recherche en ligne, mais pour l'interroger par programme, il faut euh,
négocié une licence avec cette entreprise. Et chance, cette entreprise a choisi de soutenir la scientométrie, donc l'étude quantitative de la science, Génial. en proposant des no-cost agreements aux chercheurs OK. en scientométrie. Donc moi, dès que j'ai vu ça, C'est, j'aurais soumis c'est une mon aubaine, ben projet oui. et ils m'ont soutenu, ils me soutiennent depuis. Génial, génial. Une belle association, belle Très grande idée. force, ouais. Maligne, un peu, mais moi, je dirais intelligent. Donc, pour utiliser les outils existants, ça, c'est de la recherche utile et à peut-être moins grands frais. Parlons peut-être des résultats maintenant, parce que, bon, je lisais l'article, puis les résultats sont eux aussi surprenants, intéressants. Est-ce qu'il y en a beaucoup des articles qui sont générés par ces moteurs de traduction ou d'écriture automatique? Les moulins à papier, est-ce que c'est la même chose, les moulins à papier, Guillaume? Alors, des articles avec des phrases torturées qui en Oui. contiennent au moins deux pour être sûr que ce n'est pas un faux positif, on en trouve à peu près 3 pour 10 000 sur l'année 2021. 3 pour 10 000. 3 pour 10 000, ça paraît pas beaucoup comme ça. Mais C'est avant pas le beaucoup, mais Covid, c'est peut-être beaucoup trop aussi. Là, ça oui, dépend. alors je suis allé chercher une analogie en fait dans les chiffres. Avant le Covid, il y avait à peu près 15 000 avions dans le ciel par jour. Et je me suis dit, ah oui, s'il y a quand même 3 avions par jour qui tombent et qui Qui tombe. s'écrasent, On en parlerait aux nouvelles, oui. oui, bon, après, c'est peut-être pas si comparable. On a pu me dire, mais les conséquences d'un avion qui se crache ne sont pas les conséquences d'un article scientifique qui contient des résultats non fiables. Je ne Hmm. suis pas si sûr de ça, parce qu'en fait, la science fonctionne par effet cumulatif. On empile des briques de connaissances. Ah oui. Et on a tous entendu quelque part que, euh, peut-être durant un doctorat, la manip, l'expérience a échoué parce qu'on s'est appuyé sur une brique de connaissances qui était fragile et on n'a pas pu reproduire ce résultat-là. Et durant Oui. le doctorat, on prenait ce résultat pour compte, enfin, for granted. Désolé, Mhm. parfois, hein, ça revient comme ça à force de lire et d'écrire en anglais, mais je Ouais. préfère m'exprimer en français, Si bien vous sûr. saviez comment ça existe à Montréal, Je sais, sinon, mais pas de problème. vous luttez contre aussi, et c'est important. Donc, parfois, on prend ce résultat-là comme acquis, mais ce n'est pas le cas. Hmm. Et lorsqu'on démarre un doctorat et qu'on s'appuie sur des briques de connaissances, on ne peut pas tout reproduire, tout recalculer, s'assurer que les papiers déjà publiés sont valides. Donc, on Oui, essaie de construire par-dessus et parfois, on échoue. oui, puis la confiance aussi qu'on a en la solidité de cette institution-là, juste dans les 2 dernières années avec la COVID et tout ça, on l'a bien vu, là, l'importance d'être capable à un moment de s'appuyer sur la science, sur des institutions qui sont fiables pour essayer de mener le débat un peu plus loin ou ailleurs. Donc, s'il fallait que ces 3 avions par année-là s'effondrent, puis qu'on se mette à mettre en doute peut-être la confiance qu'on a envers l'aviation en général, pour reprendre cette analogie-là, il ne faudrait pas que la... Moi, j'appelle ça le dernier rempart aussi. C'est ce qui tient, c'est ce qui est le plus solide. Si ça s'effondre, que restera-t-il derrière? On ne le sait pas, là. Oui. Et le pire, c'est que ces articles-là qu'on trouve problématiques sont cités. Si Ah oui, encore ils là. n'étaient pas cités, on se dirait, bon, la science va les éliminer d'elle-même, personne ne les lira, et puis point. Mais on se rend compte que ces articles sont cités. Et la raison de ces citations, lorsqu'on regarde les contextes citationnels, parfois on ne la comprend pas. Il n'y a pas de logique, hormis la logique de faire plus un sur un décompte de nombre de citations pour grimper dans des classements tels que le Highly Cited Researchers de Clarivate, Ben oui. avec les collègues qui sont des détectives scientifiques qui sont très actifs sur PubPeer, alors qu'ils peuvent être anonymes comme agir en leur nom. On a pu identifier au moins 3 cas euh, Ah oui. similaires. Donc, des gens qui ont soutenu leur thèse, par exemple, en 2015, et qui sont extrêmement cités tout d'un coup, qui sont cités de plein de champs disciplinaires Hmm. distincts. Par exemple, un papier d'informatique qui serait cité par un papier sur l'autisme, par un papier sur la Hmm. biologie végétale, etc. Sam Lotil, Clarivate,
a classé ces gens comme des highly cited researchers. C'est vrai sur les chiffres, mais lorsqu'on Hmm. regarde plus qualitativement, on se rend Oui. compte qu'il y a une manipulation. Qu'est-ce qui se cache derrière ces chiffres, ces facteurs d'impact? C'est intéressant, puis c'est important de poser ce genre de vraies questions-là, là, pas juste seulement s'appuyer sur le nombre de citations, parce que ces professeurs-là, éventuellement, seront agrégés, participeront au système. Donc, c'est un système d'interdépendance là, qui pourrait être fragile. Revenons aux chiffres. Les chiffres, moi, dans l'article, je voyais 860 articles qui utilisent les bouts de phrases, 31 articles dans la revue Processor and Microsystem. Donc, vous avez parlé de 3 sur 10 000 avions. Je pense que c'est une belle image à garder en tête. Est-ce que les problèmes, là, on a parlé des journaux, est-ce que c'est réparti différemment selon les endroits dans le monde? Est-ce qu'il y a si on fait une géographie mondiale de ce qui se passe, est-ce qu'il y a des endroits dans le monde qui sont plus torturés, tiens, pour Mhm. reprendre cette image-là? Alors, vous parlez d'une concentration possible dans certaines revues, c'est ce qu'on a montré en juillet avec Microprocessors and Microsystems, Ah oui, c'est ça. qui a rétracté 400 papiers. En fait, Elsevier a rétracté 400 articles Ah oui. là-dedans. On a aussi Springer qui a rétracté 400 articles dans Arabian Journal of Geosciences. On OK. a IOP, Institute of Physics, qui a rétracté 350 articles dans leur Combien? publication. 350. Eh bien, Voilà. Donc, en fait, il y a beaucoup d'éditeurs qui sont touchés. Lorsqu'on regarde la concentration dans des oui. revues en particulier, on se rend compte que certaines revues qui ont des impact factors, qui sont très connues dans le domaine, sont comme hijackées, en fait. Ah Elles ont oui. laissé passer ces articles-là et il y a des concentrations. Donc, chaque fois, on signale ça sur PubPeer. On envoie aussi des mails aux maisons d'édition pour qu'ils réagissent. Donc, ça, c'est la concentration dans les revues. Et il y a aussi une concentration lorsqu'on regarde les affiliations des auteurs. Donc, dans le monde, Hmm. on se rend compte qu'il y a une prédominance d'auteurs qui sont affiliés en Inde. Donc, 64% des articles qu'on a identifiés avec des problèmes de phrases torturées, 64%? ouais, proviennent de Chine et 8, d'Inde et 8% de Chine. Ah, Ce qui est assez surprenant mais parce que ce sont... j'aurais misé sur la Chine, mais Alors, intéressant de voir que. oui, dans un autre travail qu'on réalise avec Cyril Labbé, il y a une prédominance de la Chine, mais c'est Ah, un autre type d'erreur en fait, puisque notre site qui s'appelle Problematic Paper Screener euh, recense 7 détecteurs en tout. Donc là, il y a le détecteur de phrases torturées, mais il y en a un autre qui s'appelle Seek and Blasten, qui est spécialisé dans la génomique et en particulier sur le cancer. Donc ça, ce sont des ah. travaux de Cyril Labbé et d'une collègue oncologue Puis en ces Australie. travaux-là, euh, c- les problèmes avec ce genre de travaux-là proviennent plus de Chine, si je comprends Exactement, bien. c'est ça. Une Hmm. prépondérance de la Chine pour ce type de manipulation d'erreurs là, liées aux séquences d'ADN. Passionnant, fascinant. Donc, des problèmes, des phrases torturées, un système pour identifier les journaux, les articles qui sont problématiques, un pourcentage d'articles décevants, disons intrigants. Euh, Peut-être la question la plus importante, Guillaume, et j'ai envie de vous la poser. Pourquoi pourquoi les chercheurs font ça? Ben, j'ai pas pu les questionner en fait. Alors que je poste sur PubPeer, j'en ai posté, je crois, plus de 1000 maintenant, plus de 1000 signalements de problèmes. Et sur PubPeer, on peut rajouter l'adresse de contact des auteurs afin qu'ils puissent répondre Hmm. publiquement. Les posts que je fais n'incriminent pas, ils signalent juste qu'on a trouvé des expressions qu'on appelle expressions torturées, qui ne sont pas les expressions qu'on attend. Rapport signal sur bruit en science, c'est rapport signal sur bruit, c'est pas signal sur clameur. Non, Donc, c'est ça. c'est ce qu'on note dans le commentaire sur PubPeer et je demande comment se fait-il que les auteurs aient choisi une autre façon de s'exprimer que la façon établie euh, Puis la et réponse. comment se fait-il que les co-auteurs, que les éditeurs de la revue, que les typographes
ne l'ai Sont pas pas vu. notés. Et sur tous les posts que j'ai faits, je n'ai eu, je crois que deux réponses. Il y a eu une personne qui m'a insulté, qui m'a dit Ah. de quel droit commentez-vous mon papier? Il est sous copyright, vous n'avez pas le droit de faire ça. Bon. Mhm. Et une autre personne qui m'a indiqué qu'elle n'était pas au courant qu'il ne fallait pas utiliser les paraphrases et qu'on lui avait Ah. demandé de le faire. A priori, elle aurait soumis une première version et une personne, je ne sais pas qui, puisque la personne n'a pas répondu, lui aurait dit que c'était trop proche d'autres textes et qu'il fallait trouver des façons de s'exprimer différemment. Et elle a utilisé ce site qui est en ligne, qui permet Hmm. de modifier les textes. Alors, Donc, le comportement est plutôt maladroit. La défense est tout autant maladroite, là. Donc, oui, on ce plaide. sont que deux cas, mais la plupart Oui, c'est des vrai. personnes ne répondent simplement pas. Ne répondent pas. À ce moment-là, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'identifier des causes qui seraient plus systémiques, organisationnelles, institutionnelles? Autrement dit, pourquoi les chercheurs seraient tentés à poser ça? Est-ce qu'on peut juste se dire c'est seulement quelques rares personnes ignorantes ou maladroites, ou est-ce qu'il y a des indices à l'intérieur du système ou des pressions qui seraient exercées à l'intérieur du système qui pourraient pousser à ce genre de comportement? Ah oui, tout à fait. Alors, je pense qu'il y a deux types d'incitations. Il y a des incitations par le haut, par les ministères, par les gouvernements qui ont une politique scientifique, et par le bas, entre collègues. Alors, par le haut, ce qui est Hmm. assez connu, c'est qu'en Chine, il y avait une volonté de dépasser les USA en termes de production scientifique, ce qui a été Oui. réalisé dès 2013. Oui, je pense qu'il y avait même des bourses, s'ils Exactement. réussissaient à publier dans de grandes revues, il y avait Oui. des bourses importantes, là. Oui, ce que vous appelez chez vous des incitatifs. Oui. Euh, Tout à fait. Bon, désolé. Non, 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 c'est tout à fait ça. Moi aussi, j'apprends hein, au contact de mes cousins de l'autre côté de l'océan. Donc oui, il y avait des incitatifs qui offraient des promotions aux chercheurs, offraient de l'argent, pas pour le labo, pour eux à titre personnel, lorsqu'ils publiaient dans certaines revues, euh, ce qui pousse les chercheurs à tenter de publier à tout prix pour obtenir des promotions À tout prix, oui. ou de l'argent. Et il y a quelques études justement en sciences humaines et sociales sur les effets délétères des politiques scientifiques, en particulier en Chine, et plus spécifiquement au niveau ce que nous appelons chez nous les CHU, donc les hôpitaux Centre universitaires, hospitalier. les centres hospitalo-universitaires, où les chercheurs doivent être à la fois des praticiens, donc on va opérer, ils Hmm. doivent enseigner et ils doivent être trouveurs, pas chercheurs, trouveurs, parce qu'il y a un quota. Il faut faire Ah oui. 2 articles dans des revues de très bon calibre et lister. Voilà. Et en fait, avec toute la difficulté qu'il y a à réaliser ces 3 missions, certaines personnes, semble-t-il, s'adressent à des paper mills, donc vous indiquez les moulins à Moulin papier, à papier. qui existent, qui ont pignon sur rue, en particulier en Chine. Ce sont des boutiques comme une boutique de nourriture, de fringues, hein. On peut s'adresser au comptoir et demander un article qui va traiter de, pas la déception du rein, mais de l'insuffisance rénale, Ouais. voilà, sous 15 jours Donc ça, et c'est où je pourrais c'est les rajouter mon pressions, nom. Guillaume, les pressions du haut, les pressions du bas maintenant, si on prend vous aviez annoncé des pressions qui Oui. viennent d'en haut, donc je dirais sociales, politiques, les pressions de système, mais du bas, qu'est-ce que Du vous bas, c'est entendez la compétition généralisée entre tous entre les collègues? agents qui sont employés à l'université. Ah oui. Ah, c'est le publish or perish qui est très connu depuis très longtemps, mais qui atteint un paroxysme, en fait, et la recherche de performance à tout prix. Donc, quand on n'arrive plus à délivrer, à fournir, il y a cette technique-là du vol finalement, puisque les phrases torturées révèlent un vol, un plagiat d'articles, et puis un état d'esprit aussi peut-être à se satisfaire de la médiocrité, puisque finalement c'est ça, faire copier-coller en paraphrasant, on peut se demander quelle est
euh, le sérieux des scientifiques sur la partie manip, expérience, euh, la partie programmation, tout ce qui est signalé dans l'article peut être mis en doute. Est-ce que vraiment ils avaient 40 souris? Est-ce que vraiment Oui. ils ont acheté tel produit pour faire telle expérience? Est-ce que vraiment ils ont utilisé un microscope électronique pour obtenir ces images? Et on voit sur PubPeer, quand on regarde ça tous les soirs, faites l'expérience sur 2 ou 3 soirs, regardez PubPeer, regardez tout ce qui est posté. Ah oui, ça fait mal. Ça vous ouvre Ça les fait yeux mal. sur des Mm. pratiques qui sont à combattre. Vraiment. Peut-être c'est un peu attristant, je dirais tout ça. Parlons peut-être des pistes de solutions. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler du problème, au contraire, là, mais si on réfléchissait ensemble aux pistes de solutions, Guillaume, donc les causes, bon, ça a été mentionné, donc pression de publication, pression d'agrégation, le publish or perish. Donc ça fait partie des. On pourrait ajouter pour ce genre de plagiat-là, de traduction ou de paraphrase, des fois, il y a l'idée de mauvaise maîtrise, des fois, de la langue, donc la langue de publication, parlons de l'anglais, donc on parle plutôt de l'anglais. Donc, peu importe les causes, il y a ces tentations-là, il y a ces pressions exercées, puis les comportements, on en a parlé un peu. Plagiat de traduction, duplication de publication, falsification, paraphrase abusive, ça a été mentionné aussi. Puis là, à cela, il faut ajouter les nouveaux outils en intelligence artificielle donc, qui permettent de générer automatiquement du texte et des compagnies qui se servent de ces outils-là pour produire des moulins donc les moulins à papier, produire automatiquement et frauduleusement des faux articles scientifiques. Donc des moulins à papier, des moulins à l'assaut des Don Quichotte de ce monde. Guillaume, vous avez maintenant ce pas de recul, je le disais au début de l'entrevue, ce pas de côté pour regarder la science. Vous avez des outils en scientométrie, bibliométrie pour mesurer l'intensité du problème. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réduire le nombre de ces comportements maladroits, manquements, frauduleux? Qu'est-ce qu'on peut faire, Guillaume? Rassurez-moi. Je crois que la formation des agents du système est peut-être à améliorer. Par exemple, en Europe du Nord, je sais que les visites qui sont faites par les comités d'évaluation des laboratoires vont sur site et posent des questions relatives à l'intégrité scientifique. Ah Et oui. pas forcément aux seniors, parce que ça serait trop simple, mais aux personnes qui sont encadrées pour évaluer à quel point elles sont sensibilisées à la nécessité de tracer les résultats et de suivre les bonnes pratiques. Donc, ça, c'est Hmm. un point de formation qui est peut-être à Donc, indiquer, éducation d'abord. l'éducation, mais le monde est vaste, hein. Je ne sais pas si l'éducation seulement pourrait suffire. Je pense que des incitations plus atteignables, des quotas plus Hmm. facilement atteignables Ben oui. pourraient diminuer l'envie de Réduire la frauder. pression, en tout cas. Mais je ne crois pas que les gouvernements, d'où qu'ils soient, soient prêts à cela. Donc, ça serait assez naïf de dire ça, à mon avis. Mais non, une prise de conscience que toutes ces fraudes vont à l'encontre de la science, euh, sont au détriment de la science. Une prise de conscience que chaque article est une brique de connaissance et qu'on ne peut tout simplement pas contribuer quelque chose de faux en science. Alors ça, c'est de la part de tous les acteurs du système, mais certains acteurs ont une place dans le système qui font d'eux des gardiens, les Hmm. gatekeepers, les membres de comités éditoriaux. C'est vrai. J'ai regardé le nombre de revues qu'il existait il y a 20 ans. En fait, il y en avait 2 fois moins. Ça veut dire 2 fois moins de comités éditoriaux. Et en 20 ans, on peut le voir autrement. En 20 ans, Hmm. l'industrie du publishing a créé 2 fois plus de revues. Alors, Ah lorsqu'on crée oui. 2 fois plus de revues, il faut plus de monde, plus d'éditeurs en chef, plus d'éditeurs, d'évaluateurs. Et je ne crois pas qu'en 20 ans, on ait multiplié par 2 le nombre de scientifiques experts
et Non, je pense pas. raisonnables et qui prennent le temps d'évaluer les papiers sérieusement, etc. À qui on donne le temps aussi, les ressources pour Oui, bien faire leur c'est travail. un point. Et peut-être que dans le... Alors oui, il y a deux aspects. Le premier aspect, le côté fraudeur. Des fraudeurs, il y en a depuis la nuit des temps, donc ça, c'est pas nouveau. Oui. Peut-être qu'ils sont un peu plus incités actuellement parce qu'ils voient qu'ils arrivent à passer leurs articles dans les revues. De l'autre Hmm. côté, si on regarde les revues, normalement, elles sont protégées par euh, l'évaluation par les pairs, qui devraient filtrer ces, ces je ne sais même pas comment les qualifier, ces mauvaises pratiques, ces articles Oui, bidons. Ils ça fait devraient, partie de leur rôle là, d'être à l'entrée. Je pense, j'aime bien cette image-là, à la porte en disant non, ce n'est pas tu ne possible. passeras pas, toi. Surtout que là, je pense que c'est le haut de l'iceberg. Ce qu'on Hmm. détecte là, c'est tellement ridicule. Euh, Péril de la poitrine, franchement, n'importe quel scientifique, je pense, je fais lire à mes enfants, ils vont trouver que c'est bizarre quand même. Alors, des étudiants formés en sciences, c'est encore pire. Mais ça, c'est la pointe de l'iceberg. C'est-à-dire qu'en dessous, la grande partie de l'iceberg, c'est peut-être des comportements peut-être moins aussi évidents, blâmables, sanctionnables, mais peut-être plein de petits comportements qui peuvent eux aussi nuire à l'institution qu'est celle de la science. Tout à fait. Et je pense que les membres des comités éditoriaux des revues sont tout à fait capables de détecter ces articles qui contiennent des phrases torturées, le haut de l'iceberg le plus visible, on dirait un gyrophare sur l'article, tellement c'est gros. Et je me questionne, comment se fait-il que ces articles ne soient pas barrés par l'éditeur en chef, par les éditeurs? L'éditeur en chef fait du desk reject, normalement. Hmm. Au moins, bien souvent, dans mon domaine, bien souvent, 30% des papiers ne vont même pas jusqu'aux évaluateurs. C'est l'éditeur en chef qui regarde rapidement, en 5 minutes, et qui dit non, ça vaut rien. Et je pense que la fragilité est là dans le système. C'est qu'il y a de Hmm. plus en plus de revues. Il y a beaucoup de personnes pour occuper les sièges, obtenir le prestige d'être éditeur en chef, d'être éditeur, C'est vrai. reviewer, mais ne prennent suffisamment pas le temps d'évaluer et se rendent peut-être pas compte de la criticité de ce point de contrôle-là, en fait. Vraiment. Voilà. Je pense qu'il faudrait faire prendre conscience à ces gatekeepers qu'ils ont une mission d'intérêt général de protection de la science. Tout à fait. Dernière question, Guillaume Cabanac, avant de vous laisser. C'est un portrait quand même assez sombre de la science, de la recherche. Donc, vous êtes familier maintenant. Moi, je me rappelle dès que j'aborde ces thèmes-là, souvent, c'est méconnu de mes étudiants. Donc, il y a quelque chose d'étonnant, mais il y a quelque chose d'un peu déprimant de se promener comme ça. Puis, il y en a même qui craignent aussi qu'on parle de ce genre de problème-là, de peur de nuire peut-être à la confiance du public envers la science. Est-ce que vous voyez malgré tout un peu de lumière dans le système ou est-ce que le fait d'être aussi proche du côté sombre, je dirais, de la science, est-ce que ça vous fait voir aussi d'autres beaux côtés de la recherche? En exagérant à peine, en fait, avec les collègues, là, on travaille dans les égouts de la science. C'est vraiment le pire de ce qui peut arriver, c'est très, très moche. Et malgré tout, on a senti le besoin d'en parler, de dénoncer ça, car il y avait deux possibilités. On aurait pu, nous, en tant que la communauté scientifique, mettre ça sous le tapis. Parce que vous avez raison, il y a pas mal de gens qui ont utilisé les résultats de nos travaux pour dire, regardez, on ne peut pas faire confiance à la science, puisqu'il y a Hmm. 3 articles sur 10 000 par jour qui Mhm. contiennent de l'information non fiable. Alors moi, je réponds à ces gens-là, il y avait deux possibilités. Soit on met sous le tapis, mais ça, le poteau rose aurait vite été découvert et puis ce n'est pas éthique, ou soit on en parle. Et au contraire, on fait un grand battage, tout le monde en parle, y compris Nature. Quand ils ont choisi de Vraiment. mettre le focus sur ce travail-là, un des 10 travaux de l'année, Hmm. c'était pas trop à leur avantage parce que dans le top 1 des éditeurs qui sont pointés dans mon système, c'est Springer Nature. Ben oui. Mais je pense qu'ils ont ressenti la nécessité de communiquer sur cette affaire-là pour la faire cesser. Et bon, c'est une bonne chose en soi. Il y a un point qui me chagrine beaucoup, c'est les menaces en fait, que reçoivent
les personnes qui travaillent dans ces égouts de la science, en Voilà, on particulier reçoit Elisabeth Bick. Elisabeth Bick. Je ne sais pas si vous êtes dans la même situation, si vous recevez le même genre de beaux messages personnels dans vos réseaux sociaux, là, mais elle, Elle en c'est reçoit pas beau là, ce qui se énormément. passe. Alors, Mm. Elisabeth Bick, oui, qui est une des activistes, hein, on a même un terme, c'est épistémique activiste, parmi Ah oui, les collègues avec qui je travaille en langue anglaise, épistémique activiste. Et il ne faut pas oublier aussi les référents intégrité scientifique des maisons d'édition. Je pense par exemple à IOP Publishing, Institute of Physics, dont la responsable intégrité scientifique qui est Kim Eggleton a rétracté la 350 articles, ce qui signifie qu'ils sont allés sur PubPeer, indiquer que les papiers sont rétractés. Et parmi les 350, certains auteurs qui sont tout à fait honnêtes ont dit, mais nous, on a publié là-dedans, mais on n'a pas du tout triché, il n'y a pas de phrase torturée, il n'y a rien. Et IOP indique que non, le problème s'est passé au niveau de l'évaluation. Ils se ah sont oui. rendus compte que certains rapports d'évaluation pour les articles étaient très courts et en général copier-coller d'un papier à l'autre. Donc c'est une manipulation là au niveau des organisateurs du congrès ou du numéro spécial d'une revue. Puis vous- Malheureusement, ces Oui, allez-y. personnes comme Kim Eggleton et d'autres référents intégrité scientifique au niveau des maisons d'édition reçoivent aussi beaucoup de menaces, y compris des menaces de mort. Je pense qu'il faut qu'on parle davantage de, de ces aspects négatifs-là de la dénonciation des erreurs anciennes. C'est Ou que, qu'on trouve une nouvelle façon, qu'on se réinvente peut-être une nouvelle façon de dénoncer, de faire ce travail-là que certains font dans l'ombre. Il faut que ça soit réintégré dans le système, il faut que ça soit euh, valorisé à l'intérieur. Donc, trouver peut-être de nouvelles façons. Qu'est-ce que vous en pensez? Des nouvelles façons de valoriser ce rôle-là de détection, d'activisme, d'enquête au cœur même de la recherche. Il y a peut-être un travail à refaire, là, repenser au cœur de nos institutions. oui, c'est ce qu'a indiqué l'Office français de l'intégrité scientifique en France dans une note de septembre dernier qui indique que l'évaluation post-peer review fait partie des missions des enseignants-chercheurs et des scientifiques et qu'elle devrait être valorisée à ce titre. Vraiment. Oui, oui. Écoutez, Guillaume, je pense que j'ai abusé de votre temps, donc ça me passionne, puis faut que je me retienne. Donc, merci, Guillaume, d'avoir accepté de participer à notre podcast. Donc, on parle de la conduite responsable en recherche, mais rarement on a l'occasion de rencontrer un chercheur qui a fait de ce thème, donc son objet de recherche. Donc, passionnant de vous entendre. Guillaume Cabanac, plutôt, et je ne vous dirai pas le truc qu'il m'a donné pour que je me souvienne de son nom de famille. Guillaume Cabanac sera de notre panel d'ouverture de la semaine sur la conduite responsable en recherche de l'Université Laval. Ce sera la semaine prochaine, donc le lundi 2 mai, de 11 heures à 12h30. Le titre du panel, La fraude scientifique sous la loupe. Donc, super panel d'ouverture avec Lex Bauter, Elisabeth Bick et Guillaume Cabanac. Ce sera gratuit en ligne, comme toutes nos activités, d'ailleurs, encore cette année. Ce sera animé par Mylène plutôt, Deschênes, qui est directrice aux affaires éthiques et juridiques des fonds de recherche du Québec, donc les FRQ, le plus gros bailleur de fonds publics en recherche au Québec. Merci encore, Guillaume Cabanac, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous et je tiens à souligner le travail exceptionnel qui est fait par les dizaines, voire centaines d'anonymes et aussi de chercheurs qui utilisent leur propre nom pour dénoncer ces problèmes dans les articles scientifiques. Donc là, vous avez entendu l'un d'entre eux, mais beaucoup d'anonymes, justement, souhaitent le rester car ils agissent depuis des lieux dans le monde où ils ont les yeux sur les paper mills et ils ne peuvent pas s'exprimer librement. Ils ont même peur pour leur vie. Ce sont nos héros de l'ombre, tiens, pour reprendre notre thème.
Allez voir nos infos sur la conduite responsable en recherche de l'Université Laval. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode de La science dont vous êtes le héros. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, ce sera notre dernier épisode avant notre semaine sur la conduite responsable en recherche. Ce sera du 2 au 6 mai. Au plaisir de vous y voir en très grand nombre. On se revoit au prochain épisode. Allez, bye bye. Voilà, c'est tout. Vraiment aimé cette entrevue en espérant que ce contenu ait pu au moins piquer votre curiosité. Du moins, c'est mon cas. Merci de nous écouter. Merci de nous accompagner au cœur de nos recherches encore sur les enjeux éthiques et sociétaux associés à l'intelligence artificielle. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.